troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Malik Kadra Diaby, professeur de fiscalité, de nos éditorialistes Alfred Django et Daoud Attal. La CEDEAO a rejeté la requête de la Gambie qui avait porté plainte contre le Sénégal. Banjul accuse Dakar d'avoir volontairement installé un blocus à la frontière compromettant l'approvisionnement du pays en produits et denrées diverses. Oumou Kalsoumba. La CEDEAO rejette la requête de la Gambie qui avait porté plainte contre le Sénégal. Les autorités gambiennes accusent l'État du Sénégal d'avoir volontairement installé un blocus à la frontière. Elles estiment que cette situation a compromis la libre circulation des biens et des personnes. En effet, les transporteurs sénégalais ont boycotté la transgambienne depuis le 10 février 2016. Cette situation est intervenue suite à la hausse des tarifs de la traversée des camions et des porte-conteneurs qui est passée de 4 000 francs CFA à 400 000 francs. La CEDEAO a envoyé une commission d'enquête et il ressort du rapport qui a été établi qu'effectivement, les tarifs sont passés de 4 000 francs à 400 000. Mais il n'y a aucun acte administratif qui a été signé. Et donc, c'est ceux qui réglementent le passage qui ont augmenté les... Donc, nous avons le ministre d'État chargé des transports gambien a pris des dispositions en nous disant que c'est fini. Mais pour que ça soit définitivement terminé, que l'activité économique reprenne, nous avons invité les deux parties, la partie gambienne et la partie sénégalaise, à se retrouver autour d'une table pour engager le dialogue. La volonté que nous avons notée des deux côtés, c'est d'aller vers le dialogue. Aujourd'hui, les transporteurs et les usagers sénégalais utilisent la voie de contournement qui passe par la région de Tambacounda pour allier la Casamance. La Cour de la CEDEAO considère que la Gambie ne remplit pas les conditions pour l'opérationnalité du transport routier inter-État. Rappelons que plusieurs tentatives de médiation entre Banjul et Dakar ont été menées pour régler le conflit transgambien. Une autre rencontre entre les autorités sénégalaises et celles de la Gambie pourrait bientôt être organisée à Dakar afin de mettre fin à ce blocus. Malik Kadra Diaby, que pensez-vous de ce litige entre le Sénégal et la Gambie ? Je pense que c'est assez compliqué et que j'ai vu un peu la décision de la CEDEAO et il y a eu un litige concernant la liberté de circulation au sein de la CEDEAO. Et je pense que la réponse de la CEDEAO doit être une réponse pédagogique, bien expliquée, parce que quels que soient les reproches qu'on peut faire à un tel ou telle personne, s'il y a un différend qui est porté devant les instances régionales, il faut donner une réponse juridique adaptée et pédagogique. Alfred, c'est une vraie erreur du gouvernement gambien? Mais absolument, je crois que tel est le prix qu'il croyait prendre. Là, Yaya Jammeh, il a été pris à son propre piège et maintenant ça se retourne contre lui. Et alors, il en appelle justement à l'instance sous-régionale. Alors qu'il aurait pu régler le problème d'État à État. Mais comme il est fâché avec son voisin sénégalais, il préfère passer par là. Mais je crois qu'effectivement, la sagesse recommande, comme le dit De Souza, à se retrouver autour de la table pour régler ce différend. Vous ne pouvez pas taxer les commerçants de cette manière-là. Passer de 1 à 10 tout d'un coup comme ça, ben, les commerçants, ils n'ont pas les moyens justement de payer cette taxation-là. Donc, il faut revenir. Il faut savoir raison garder dans ces circonstances-là. Voir quel est l'intérêt des uns et des autres et puis faire que ça puisse converger et puis faciliter le passage de ces véhicules. Et puis voilà, chacun sera gagnant au bout du compte. Daouda, ce litige, c'est le reflet de relations déjà tendues entre le Sénégal et la Gambie? Bon, Fanny, pour le Sénégal et la Gambie, c'est un même peuple, on va dire. On trouve les mêmes personnes, les mêmes noms de famille, les mêmes noms, etc. Donc ça a toujours été comme ça. Les mêmes noms, souvent version anglaise, quoi, du côté de la Gambie. Oui. Mais c'est comme ça. C'est deux peuples qui se sont toujours entendus. Ça, c'est historique depuis tout le temps. La Gambie n'a pas d'autres frontières que le Sénégal. Oui.
À part l'océan, après, il y a l'Atlantique, bien entendu, mais la Gambie, pour sortir, est obligée de passer par le territoire sénégalais. Bon, à un moment donné, le Sénégal aussi est pris par cette situation d'enclave pour aller en Casamance. On sait que la Casamance est quand même une zone très importante économiquement. Il y avait la voie de la Gambie. Maintenant, il faut contourner Tambacounda, etc. Ça allonge. Je pense que le problème, ce n'est pas le peuple gambien. Le peuple gambien, le peuple sénégalais, ils s'entendent très bien. Le problème, c'est les dirigeants souvent. Et en l'occurrence, là, je ne vais pas être très tendre avec Yahya Jammeh. Pour le coup, je ne suis pas toujours d'accord sur les décisions de Macky Sall, pas sur tout. Le débat démocratique, le débat contradictoire, il y a toujours du bon dans ça. Mais là, pour le coup, je suis à 200% d'accord avec le président Macky Sall d'être ferme là-dessus. Parce que, bon, quand on regarde ce qui se passe, les violences en Gambie, un coup, il quitte le Commonwealth, un coup, c'est une république islamique, un coup, on torture par-ci, par-là. Je pense qu'il faut dire les choses comme c'est. C'est cette situation-là qui pose problème. Et c'est cela, ce n'est que le prolongement de cette situation qui se fait sentir dans les relations sénégalo-gambiennes. Mais c'est un problème sénégalo-gambien. Il n'y avait même pas besoin d'aller à la CEDEAO. Moi, je pense que voilà, faut que les deux chefs d'État se rencontrent pour apaiser la situation. Merci. Direction à présent le Sénégal, justement, où un nouveau gisement de gaz a été découvert. L'annonce a été faite par le gouvernement et l'américain Kosmos Energy. Le gisement est localisé au large de Kayar, à 65 km au nord-ouest de Dakar. Les réserves sont estimées à près de 140 milliards de mètres cubes. Ibrahima Djoumaba. Le Sénégal vient de découvrir un nouveau gisement de gaz. L'annonce est de Kosmos Energy et du gouvernement sénégalais. Le puits Teranga 1 en question se trouve dans le bloc Kayor Offshore profond, au large de Kayar, à 65 km au nord-ouest de la capitale, Dakar. Les réserves de gaz du bloc sont estimées à 140 milliards de mètres cubes. C'est une ressource très importante pour l'économie d'un pays et en termes de réalisation des recettes, en termes d'entrée de recettes, d'entrée de devises, je veux dire, de création d'emplois aussi, pour ce qui est de l'impact économique. Vous voyez, les pays, par exemple, producteurs de pétrole, réalisent des taux de croissance très importants ou bien des PIB très importants. Donc là, pour dire que l'impact, les perspectives annoncées pour ce qui est de ces nouvelles découvertes sont prometteuses. Le puits Teranga 1 se situe à 100 km au sud de la précédente découverte, Gumbel 1, dans le bloc Saint-Louis Offshore profond. Les observateurs invitent les autorités à redoubler d'efforts dans les négociations pour établir un partenariat bénéfique pour les populations dans l'exploitation des différents gisements de gaz. C'est vrai, les découvertes sont importantes au Sénégal concernant le gaz et le pétrole. Je crois que la meilleure manière pour que le Sénégal puisse bénéficier davantage de ces découvertes, de ces ressources pétrolières ou bien gazières, c'est de disposer des négociateurs expérimentés, des négociateurs vraiment avertis, alertes, qui peuvent faire en sorte que les intérêts du Sénégal puissent être préservés. Le Sénégal enregistre ainsi la troisième découverte de gaz après mai 2015 et janvier 2016. Certaines ressources gazières sont à la frontière avec la Mauritanie. Les deux pays vont trouver un accord de mise en valeur et d'exploitation du gaz. L'exploitation du pétrole et du gaz permettra à l'État du Sénégal de diversifier les sources de son économie dans les prochaines années. Alfred, est-ce que le Sénégal est en passe de devenir un nouvel Eldorado gazier ? Là, avec cette découverte-là, les recherches ne sont pas encore terminées, c'est déjà quelque chose de très important. On espère effectivement pour le Sénégal que ça va profiter à l'économie sénégalaise, mais surtout aux Sénégalais eux-mêmes qui en ont besoin. On sait que le Sénégal n'a pas beaucoup de ressources du sous-sol. Depuis la crise de l'arachide, depuis la crise de l'arachide, même si ça essaie de reprendre, et puis même l'économie de la pêche aussi qui est en difficulté, je crois que là, ça ne peut être que des apports très importants dans les recettes du Sénégal, et on espère qu'ils seront bien utilisés par la suite. Mais je suis d'accord avec les journalistes qui est intervenu en disant qu'il faut
Ça manque un peu beaucoup à l'Afrique, des experts qualifiés justement qui peuvent discuter pied à pied avec les grands groupes qui vont exploiter ce gaz-là pour défendre les intérêts du Sénégal. Donc je crois que ça se situe aussi à ce niveau-là. Alors justement, Daouda, est-ce que la découverte de ces nouveaux gisements, ça signifie automatiquement des conséquences positives pour l'économie sénégalaise ? Oui, je pense que c'est des conséquences positives à tous les coups. Bien sûr, je rejoins Alfred, il faut que ce soit bien utilisé. Mais déjà, la particularité de ce pays, bon, il est sans doute pas le seul, mais c'est que il n'y avait pas de ressources naturelles à la base. Bon, il y a eu du phosphate, etc. Bon, la pêche, comme Alfred l'a rappelé. Mais à la base, le pays ne s'est pas développé comme d'autres qui avaient le pétrole, qui ont pu faire des infrastructures, etc. Ça n'a pas empêché, le pays a quand même réalisé un certain nombre d'infrastructures, pouvoir se développer un minimum. Donc la découverte du pétrole récemment, en plus du gaz, va venir permettre d'accélérer la diversification de l'économie sénégalaise en termes de création d'emplois, soutien à l'emploi local, peut-être un petit peu plus d'infrastructures, mais la relance d'un certain nombre de secteurs comme l'agriculture, la relance de l'industrie sénégalaise également. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose, disposer de fonds important pour réinvestir dans le pays, mais d'ailleurs, voilà, c'est d'ailleurs finalement une bonne chose que cette découverte n'arrive que maintenant et pas en 1980 ou voilà. Donc ça c'est à ce titre-là, je pense qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que les autres et je l'espère en tout cas. Rien n'est gagné, mais je l'espère parce que l'enjeu il est véritablement là. Et puis faire surtout attention, il y a un nouveau code minier, voilà, parce que la redevance minière par exemple est de 3% aujourd'hui. C'est peu. Il faut avancer sur ces questions-là parce que les Sénégalais sont très vigilants. Je pense que ça c'est connu. Alfred, rapidement, les nouveaux gisements se trouvent sur la frontière avec la Mauritanie. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes ? Oui, mais... Oui, vous voulez intervenir ? Ah d'accord, oui, si vous voulez. Oui, sur la frontière. Oui, je veux dire que simplement, le Sénégal avait eu la chance de ne pas avoir de ressources minières. Et peut-être que ça l'a aidé à diversifier son économie, je pense, qui repose sur des éléments qui sont adaptés à l'environnement local. J'espère que ça ne va pas pousser à se tourner vers ce système économique qui est très variable en fonction des périodes, ou encore provoquer ce qu'on ne peut pas du tout souhaiter, des conflits avec les voisins, etc. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais il faut quand même faire attention. Alors justement, Alfred, un dernier mot sur... Oui, alors, non, je pense effectivement que dans des cas comme ça, il faut que l'intelligence politique joue des part et d'autre. Pour dire effectivement, c'est dans une zone frontalière, on peut mutualiser les moyens, on peut partager. On le voit par exemple avec la RD Congo et le Rwanda. Là, Kivu, il y a du gaz, mais le Rwanda a commencé à exploiter, ça a suscité des tensions. Mais là, effectivement, il faut que l'intelligence des uns et des autres joue pour qu'il n'y ait pas de conflit à ce niveau-là et que ça puisse profiter à tous. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Aliko Dangote, le roi du ciment nigérian et l'homme le plus riche d'Afrique, s'est engagé à offrir 10 millions de dollars aux familles victimes de Boko Haram. Il a fait cette promesse lundi dernier alors qu'il visitait un camp de réfugiés de l'État de Borno. Il a précisé que ses objectifs étaient avant tout d'aider à lutter contre la malnutrition, mais aussi d'améliorer la qualité de l'éducation de ces déplacés. Daouda, c'est un philanthrope, Aliko Dangote. Écoutez, oui, et ça, tout a l'air d'être ça a l'air d'être bien un philanthrope. Et je pense que c'est quelqu'un qui contribue d'abord au développement de l'Afrique par le fait d'investir dans le continent, dans des secteurs très diversifiés, comme on le sait. En plus de ça, s'il vient en aide aux populations victimes de Boko Haram, je pense que c'est une excellente chose. Et on pourrait ranger ça dans tout ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Sauf que, avec cette enveloppe, je pense qu'il fait beaucoup mieux que beaucoup de multinationales qui font du saupoudrage avec la RSE. Là, c'est de la bonne RSE et qui ne fait pas beaucoup de publicité.
Alors Alfred, quand on connaît la corruption qu'il y a eu au Nigeria et qu'il y a toujours au Nigeria, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une transparence là sous Buhari dans les dons? Je pense effectivement qu'il est en train de travailler beaucoup là-dessus, Buhari. D'ailleurs, il y a une conférence à Londres sur la corruption et justement, il travaille beaucoup là-dessus. Il y a des résultats qu'on commence à voir par rapport à ceux qui ont dirigé le pays avant, mais surtout l'entreprise du pétrole, etc. Et là, Aliko Dangote, ce qu'il y a d'intéressant dans ce don qu'il fait, il ne le fait pas à l'État. C'est-à-dire, il va continuer à le gérer lui-même, comme il gère ses entreprises. Donc, ça évite toutes ces tentations, toutes ces fuites-là. Je crois qu'il emboîte un peu le pas à Bill Gates, qui finance aussi d'autres projets dans ces sens-là, mais qui arrive quand même à mettre des commissions mixtes pour contrôler l'utilisation de ce fonds. Parce que l'Afrique pêche souvent par là. Quand il y a des fonds qui sont mobilisés comme ça, des dons qui sont mobilisés comme ça, ils n'arrivent jamais à destination. Et donc, il faut qu'il y ait des instances de contrôle de l'utilisation de ces dons. Malik Kadra Diaby, un mot peut-être sur ces dons? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Et peut-être qu'il faut aussi des dons pour aider les États à lutter contre le phénomène qui est la cause même de ce problème-là, qui a trop duré. Et sinon, c'est une bonne chose que d'apporter de l'aide qui arrive à destination en mettant en place des aides peut-être en nature plus qu'en argent, dans la mesure où le plus souvent ça ne va pas là où on souhaite. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré aux réformes de l'éducation. Malik Kadra Diaby, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et merci. Alfred, merci également. Merci Fanny, très heureux de vous avoir retrouvé ici. Donc vous redire ce bonheur-là et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny et un plaisir renouvelé également. Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.